Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec l'inauguration à Grenoble de la première antenne régionale de l'Institut du service civique en présence de Martin Hirsch et du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce dispositif permet à tous les jeunes de moins de 25 ans de s'engager auprès d'associations ou collectivités afin d'effectuer des missions qui sont rémunérées. Nous retrouverons en direct Jean-Christophe Pain. Et puis il a choisi de ramer pour aller travailler. Portrait dans ce journal de Jean-Christophe Roland. Ce pompier isérois se rend chaque matin au travail en faisant du vélo et du kayak. Il met 4 fois plus de temps qu'en voiture, mais il peut profiter de la nature et faire un peu de sport au passage. Enfin, un mot de votre météo. Après une belle matinée, les nuages prennent de l'ampleur cet après-midi sur les massifs et des orages sont à prévoir. Les pluies seront localement fortes. Les températures restent très douces, de 26 à 29 degrés. Politique avec la visite ce matin de Laurent Wauquiez en Isère. L'ancien ministre est tête de liste des Républicains en Rhône-Alpes-Auvergne pour les élections régionales. Il a notamment visité à Brézin une entreprise spécialisée dans le domaine des produits de santé. Je vous propose d'écouter Laurent Wauquiez au micro de Christian Deville et Dominique Bourget. Bon, d'abord, c'est un département que j'aime et c'est un département dans lequel je crois. Il y a un potentiel d'emploi extraordinaire. Vous avez des paysages de l'Isère qui sont sublimes. Et puis on a aussi les centres de recherche et tout le potentiel de l'Isère. Donc c'est un département que je veux accompagner, qu'on puisse aider mieux que ce qu'il a été aujourd'hui. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes et l'on parle notamment des dégâts provoqués par les orages de ce week-end avec près de 500 appels reçus en Savoie la nuit dernière. La toiture du restaurant étoilé le Lamartine à Aix-les-Bains a été fortement endommagée et dans le Nord-Isère, c'est la toiture d'une maison qui s'est envolée à Romagneux. Hier, les proches d'Anne-Cécile Pinel ont déployé des banderoles lors de la première étape du Critérium du Dauphiné pour que l'on n'oublie pas cette jeune Savoyarde disparue il y a un an maintenant alors qu'elle participait à une rave party en Croatie. Les explications de Cédric Lepoitvin. 10 mois et demi après sa disparition, Anne-Cécile Pinel reste introuvable. Sa famille et ses amis présents sur le Critérium du Dauphiné dimanche se montraient toujours mobilisés, convaincus qu'Anne-Cécile est toujours en vie. Aujourd'hui, on multiplie nos interventions pour prévenir le maximum de personnes, de façon à ce que les gens qui vont partir dans les festivals ou qui vont suivre les courses en Europe soient sensibilisés. Si par hasard, par le plus grand des hasards, ils arrivaient à avoir une information, qu'ils puissent nous la faire remonter. La jeune Savoyarde de 23 ans était partie avec une amie en road trip autour de l'Europe, une façon de faire un break après ses études. Les deux voyageuses se sont arrêtées en Croatie pour participer à une rave party. Anne-Cécile disparaît le lendemain, le 21 juillet 2014. Seul son téléphone sera retrouvé, ne livrant que peu d'informations. Depuis, une enquête est menée en France et en Croatie, mais à ce jour, le manque de communication entre les deux pays semble compliquer les choses. Les parents de la jeune femme se sont rendus de nombreuses fois dans les Balkans. Ils gardent toujours espoir de revoir un jour leur fille rentrer à la maison. C'était une promesse du président François Hollande, rendre le service civique universel et donc accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant effectuer une mission d'intérêt général. Ce dispositif existe depuis 2010 et aujourd'hui une antenne permettant aux jeunes de se renseigner a été inaugurée à Grenoble en présence notamment de Martin Hirsch. On retrouve sur place Jean-Christophe Pain. Bonjour Jean-Christophe. Alors d'abord, quelques mots de ce dispositif, de ce service civique. Oui, bonjour Pauline. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est la mission de l'Institut du service civique, c'est tout simplement de valoriser les compétences que les jeunes ont démontrées pendant leur service civique. Il faut savoir que c'est quand même un sacré réservoir de talent aujourd'hui en France. 85 000 jeunes l'ont accompli en 5 ans. Donc l'idée, c'est de repérer des jeunes à fort potentiel et de les aider à accéder à l'emploi, à la formation. 400 jeunes ont bénéficié de ce dispositif en 2015 et je crois que l'objectif, c'est 1 millier de jeunes en 2017. Pour cela, il faut fortifier, développer l'Institut du service civique et notamment créer un maillage territorial. Et donc, c'est l'idée de créer cette antenne, cette première antenne régionale pour tout le quart sud-est, ici à Fontaine, près de Grenoble. À mes côtés ce midi, Martin Hirsch, le président de l'Institut du service civique. Bonjour Martin Hirsch. Bonjour.
Alors justement, pourquoi avoir créé cette première antenne régionale dans la région grenobloise? Parce qu'on a besoin d'être vraiment proche des jeunes, proche des entreprises, proche des grandes écoles et proche de l'endroit où le service civique se développe. Il se développe beaucoup dans cette région. Et 100 en Rhône-Alpes, 100 sur les 400 jeunes accompagnés cette année, 100 sont de Rhône-Alpes. Absolument, il y en a beaucoup plus qui font leur service civique et puis il y en a qui préparent leur après-service civique. Et donc aujourd'hui, on a lancé des partenariats qui font que des jeunes, après avoir fait leur service civique, quelles que soient les études qu'ils ont faites, peuvent rentrer dans une grande école de management. Même sans diplôme. Peuvent rentrer à Sciences Po. Peuvent rentrer dans des entreprises partenaires. Et ça, c'est fondamental parce qu'on sait qu'on vit dans un pays dans lequel il faut avoir franchi 14 portes pour pouvoir accéder à un bon emploi ou à des bonnes études. Là, la vraie porte, la seule porte, c'est l'engagement des jeunes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec un certain nombre de jeunes qui me disaient « vous me donnez une deuxième chance ?» Et je leur disais « non, c'est vous qui vous êtes fabriqué votre deuxième chance parce que vous avez passé 9 mois, 1 an dans une association à aider des sans-abri, etc. Vous avez fait un travail formidable et du coup, après, les portes s'ouvrent. Et donc, ça repose quand même sur un fort partenariat avec le privé, avec les entreprises, puisque vos financements, je crois, reposent beaucoup sur le mécénat. Voilà, puisque l'État finance le service civique, donc il finance des dizaines de milliers de jeunes, et nous on est allé voir les entreprises en disant, écoutez, restez pas les bras croisés, vous nous dites que vous manquez de jeunes motivés, ceux-là ils sont motivés, ils ont passé 1 an de service civique, donc vous les accompagnez, donnez-leur une bourse après, ou prenez-le en alternance, etc. Vous dites que l'alternance c'est super, et bien ouvrez vos portes à l'alternance. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se faire, et je suis sûr qu'autour de Grenoble et dans toute la région, il y a un tissu suffisamment dynamique et un enjeu de l'avenir qui fera que ça marchera. Donc, quel conseil pour terminer, Martin Hirsch, on peut donner aux jeunes qui ont envie justement d'intégrer l'Institut? Engagez-vous, soyez audacieux, soyez solidaires. La solidarité et l'audace, ça va ensemble. Et voilà, et vous serez demain celles et ceux qui porteront les initiatives futures. Merci Martin Hirsch. Donc pour tous les jeunes que ça intéresse, l'antenne régionale sud-est du service civique, c'est à Fontaine, près de Grenoble. Merci beaucoup Jean-Christophe et merci à votre invité. Et on parlait tout à l'heure du Critérium du Dauphiné. Côté résultat à présent, sachez qu'hier le Britannique Peter Kinoff a remporté la première étape à Albertville et a endossé le maillot de leader. Et toute la semaine dernière, certains coureurs de l'équipe chambérienne AG2R se sont entraînés sur les routes de la Maurienne. Objectif, s'acclimater à l'altitude et retrouver une bonne condition physique avant toutes les grandes compétitions. Reportage Johan Etienne, Grégory Lespinasse, Hervé Cadet-Petit. Depuis une semaine, les coureurs d'AG2R enchaînent les cols, avalent des kilomètres. Dans le col du Mollard ou de la Toussuire, ils ont choisi la Maurienne pour préparer au mieux les grandes courses à venir. Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse et bien évidemment le Tour de France. Tout le groupe doit être prêt à affronter les sommets. Il reste beaucoup de courses, beaucoup de beaux objectifs à compléter. Et maintenant on peut aller dans la montagne, on peut découvrir les cols, les uns après les autres ils s'ouvrent. Il y a encore quelques travaux, mais on a des belles journées avec 25 degrés, donc on en profite bien de pouvoir enfin aller monter des cols et peaufiner notre préparation, notre coup de pédale de la montagne, quoi. Pendant que les leaders et les grimpeurs sont au repos, une partie de l'équipe, plus habituée des classiques, s'acclimate à l'altitude. Pour le staff, ce stage doit servir à préparer au mieux la condition physique des coureurs en fonction des objectifs sportifs. Il y a certains coureurs là qui vont faire le critérium et qui vont déjà la baisser en intensité au fur et à mesure des jours, alors que ceux qui ont des objectifs un peu plus lointains, on va monter en puissance au cours du stage. C'est vrai que ça nous permet de monter à nos mains, parce que les leaders ils ont un autre niveau que nous dans les montées, donc ils attendent moins là-haut. Donc ouais, c'est un bon petit groupe, on est assez homogène et ça roule bien, c'est sympa. Ouais. Après la victoire par équipe et une deuxième place au classement général sur le Tour de France l'an dernier, le groupe veut surfer sur le bilan positif de la saison passée et continuer sur sa lancée. On sent vraiment une autre dimension et tout le monde est impliqué à fond, que ce soit dans le staff, dans l'équipe. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça se reproduise pas cette année. On part avec de la confiance et on a de bons leaders, on a un bon groupe. On voit qu'on a gagné pas mal de courses depuis le début de l'année avec différents coureurs. Donc ça montre quand même qu'il y a un gros collectif dans l'équipe et que je pense que cette année sur le Tour, on pourra partir confiant. Ouais. Si la grande boucle reste évidemment une priorité, tous les regards sont tournés vers le Critérium du Dauphiné. Tous les leaders de l'équipe sont présents avec des objectifs élevés. Ça nous réussit bien. L'année dernière, on a effectué un beau critérium avec Romain. Et cette année, les ambitions seront élevées de se rapprocher du podium avec Romain, Jean-Christophe. Alexis également aura un rôle d'électron libre, même s'il sera là pour aider nos deux leaders.
Mais voilà, on va avoir des objectifs élevés, victoire d'étape comme toutes les équipes, et bien sûr une priorité à axer sur le classement général. Avec 11 victoires cette saison, le groupe chambérien a engrangé de la confiance avant l'été. L'équipe rêve de décrocher un nouveau podium sur le Tour de France pour asseoir sa légitimité au sommet du cyclisme mondial. Voilà, il y a noté qu'aujourd'hui, les coureurs du Critérium partent du Bourget du Lac pour rejoindre Villars-les-Dombes dans l'Ain. Il arrive chaque matin au travail le sourire aux lèvres. C'est peut-être parce que ce pompier isérois utilise chaque jour son vélo et un kayak pour se rendre à sa caserne située à Sassenage. 40 minutes de sport en pleine nature, idéal pour bien attaquer la journée. Denis Vigneault-Duguet et Antoine Marnas l'ont rencontré. 5 h du matin. Le jour n'est pas encore levé. Jean-Christophe Roland, lui, est quasiment prêt à se rendre au travail. Ces deux moyens de transport sont opérationnels. J'emmène mes affaires dans un sac étanche comme je vais être sur l'eau. Et puis je prépare mon kayak et le vélo. Et puis je vais pouvoir prendre la route. Jusqu'à l'eau, il y a 10 minutes. Ensuite, après, j'ai un quart d'heure sur l'eau. Et puis après 5 minutes pour finir le travail. Depuis 2 ans environ, ce pompier de Sassenage utilise le vélo et le canoë-kayak pour parcourir les 2 km qui séparent son domicile de la caserne. Première étape, le vélo pour se rendre jusqu'au bord de l'Isère. Alors avant, j'avais un vélo, un VTT classique que je laissais accrocher sur le bord de l'Isère et que j'avais peur de me faire voler à chaque fois que je revenais du travail. Et maintenant, grâce à ce vélo que j'ai pu avoir, il est pliant, je peux le transporter avec moi, ouais. Donc pas de souci. Toute une partie de l'année, effectivement, comme je fais toute l'année, il fait nuit à l'aller et au retour. Et c'est pas plus dangereux que ça, mais voilà, il faut faire attention aux conditions météo. Souvent il y a du vent, il y a des vagues sur l'Isère. C'est ça qui est agréable, c'est que toute l'année on peut découvrir la nature sous ses différents aspects et on a le plaisir de voir les oiseaux, de voir les petits lapins au printemps. Voilà. Donc en ce moment il y a 19 cygnes là, qui sont sur l'Isère et puis plein de canards. Voilà. Après ce sport matinal, Jean-Christophe est particulièrement en forme. Il a fait son plein d'énergie en se ressourçant auprès de la nature. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Aimer et respecter cet environnement exceptionnel. Une passion qui a un coût, car si notre pompier utilisait sa voiture, il ne mettrait que 10 minutes pour effectuer le même trajet. En ne prenant que le vélo, il en mettrait 20, et en ajoutant le kayak, il en met 40. Mais justement, quand on aime, on ne compte pas. Ce sont bien 40 minutes de bonheur que Jean-Christophe Roland s'offre chaque jour, matin et soir. Pas très loin de chez nous, en Ardèche, la caverne du Pont d'Arc, restitution de la grotte Chauvet, a ouvert ses portes le 25 avril dernier. Le site accueille 2500 visiteurs par jour, de quoi donner le sourire aux professionnels du tourisme. Bérangère Bourgeot, Nicolas Ferraud. Richard Roch, l'intoqué d'Ardèche, tient l'auberge de Montfleury depuis 10 ans. Située à une vingtaine de kilomètres de la caverne, cette table reçoit en moyenne une quarantaine de clients par jour. Mais depuis le 25 avril, ils sont plus nombreux. Je ne sais pas si on peut parler d'effet, mais il y a une certitude, c'est que depuis l'ouverture de la caverne du Pont d'Arc en avril, il n'y a pas un service où on n'a pas une table, ou deux, ou plus, qui vient ou qui y va, avec soit un retour de leur visite, soit une curiosité avant d'y aller. À Ruons, tout près de la caverne, le constat est le même chez cette hôtelière. Depuis l'ouverture du site, son cahier de réservation est plein. Un groupe a réservé toutes ses chambres spécialement pour venir visiter la restitution de la grotte. Moi, j'étais très sceptique et j'avoue que je me suis totalement trompée. Je pensais qu'on allait avoir des retombées, mais pas autant. Et l'engouement est tel que cette professionnelle en a fait un argument de vente sur son site internet. D'ailleurs, les gens qui réservent, qui veulent aller à la caverne, leur première question, c'est « Vous êtes loin de la caverne ?» Première question. Il est encore tôt pour avoir des statistiques précises, mais à l'Office du tourisme de Vallon-Pont d'Arc, la tendance se vérifie. Alors, plus de monde, ça c'est incontestable, et beaucoup de clientèle assez proche de la Drôme, du Rhône,
Et puis plus aussi un petit peu du sud, des Bouches-du-Rhône, etc. Ouais. Outre la clientèle habituelle de l'Ardèche, des touristes supplémentaires sont donc bien là, attirés par le site. On s'est levé tôt ce matin, on l'a visité à 10h et là on va s'en aller. Eh bien, on est venu spécialement pour voir donc la caverne, la reproduction de la grotte Chauvet. Voilà. Et alors, vous passez la journée? Comment ça se passe? Plusieurs jours ou... Non, on est venu pour la journée. Voilà, on s'est arrêté manger en cours de route et donc là on arrive au début d'après-midi. Après quelques réglages nécessaires, la fréquentation de la caverne atteint son rythme de croisière de 2500 personnes par jour. Les enquêtes de satisfaction sont bonnes. L'économie ardéchoise dans son ensemble devrait bénéficier de cette manne. Et direction la Suisse à présent pour découvrir un spectacle étonnant entre théâtre et cirque. Un mélange un peu loufoque créé par des artistes qui ont su garder leur âme d'enfant. L'histoire d'une fabrique de chocolat menacée par les Chinois. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Accroupis sur la turbine d'un avion recyclé, plongés dans la ganache de chocolat ou avalés par la trieuse de fer. Ils ont tout imaginé. En 31 ans de scène, la créativité a eu le temps de travailler pour ces 4 Zurichois, artistes dans l'âme. Prenez Paul par exemple, le pilote complètement fou. Avant de s'élever dans les airs, il était instituteur, devenu saltimbanque, manager. On était 4 chefs depuis 30 ans. On s'est beaucoup bagarré, beaucoup de discussions, beaucoup de tensions, et on a toujours réussi de les résoudre. Et je crois que ça, c'est aussi une recette, de trouver l'énergie en équipe, de trouver toutes les fantaisies en équipe. L'équipe aujourd'hui, c'est un village sans dessus-dessous. Ici, pas de repères, les musiciens volent, les chanteuses frottent et les comédiens communiquent. Voulez-vous un petit biscuit? Enfin, ils essaient, comme Laurent. C'est pas le monde du cirque, c'est pas le monde du théâtre, c'est un spectacle qui mélangerait, on va dire, une machinerie avec des humains. C'est des gamins en fait qui n'ont pas grandi, quoi. Des baladins complètement allumés qui viennent nous conter une histoire très sérieuse. Si, je vous assure, l'histoire d'une fabrique de chocolat qui pourrait bien se voir dévorée par les Chinois. La recette, quelques heures avant le spectacle, c'est la précision suisse, l'audace, l'imagination et la rigolade. J'ai besoin de ça en fait maintenant. En fait, il a une corde là-haut que je dois plier pour un collègue qui a besoin de ça pour pas mourir en fait. Mais j'ai ma liste, hein, j'ai une checklist, hein, parce que sans ça, moi je suis parano, j'ai peur d'oublier quelque chose. Surtout des choses comme ça qui sont super importantes. Et n'oubliez pas justement leur nom, Karls Kuhn Gassenschau. Traduction, ne demandez pas à Laurent, mais plutôt à Nicole. Et Kuhn, ça veut dire audacieux, on a vu, oser, risquer, qui n'a pas peur, ni rien. Et la Gassenschau, ben, c'est le théâtre de rue. Et là, ça bouge pas. C'est un peu débile, quoi. C'est un peu débile. Ouais, bon, pas débile dans ce cas-là, mais oser aussi, un peu fraîche, on dit en allemand. Voilà, je suis bien là aussi. Aucun problème. C'est parti. Et vous ne verrez pas la fin, top secrète, 100% déjantée, 100% poétique, du jamais vu, impossible à imaginer, même dans les rêves les plus fous. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi.